Bonjour amis loopers et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est aujourd'hui très spécial, puisque j'ai eu la chance de découvrir les coulisses de la meilleure attraction du monde, Chasseur de Tornades. Le Futuroscope m'a invité à découvrir sa nouveauté 2022 sous toutes ses coutures en compagnie de Rémi Caudron, qui n'est autre que le chef de projet de cette attraction qui a été élue meilleure attraction du monde en 2022. Alors si vous êtes prêts, laissez-moi vous emmener au cœur de la dernière tornade du Futuroscope. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer ce qu'est Chasseur de Tornades en quelques mots, avant de vous laisser avec Rémi qui lui vous en dira plus. Sur le plan technique, l'attraction est une première mondiale puisqu'il s'agit du tout premier motion theater. En gros, c'est une plateforme pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes qui tournent sur elle-même avec des mouvements de bas en haut, plongés au milieu d'un écran LED de 360 degrés. Pour l'histoire, vous accompagnerez la scientifique du CEMEX Mélanie Melvy et le chasseur de tornades Alex Ford dans une chasse aux tornades aux alentours du Futuroscope. Bien évidemment, je vous en dis que très peu vis-à-vis de l'histoire, puisque l'une des grandes forces de l'attraction, si ce n'est même la plus grande, c'est son histoire et son immersion. Mais c'est assez difficile de vous la retranscrire sans trop vous en montrer, alors je n'ai qu'un conseil, allez faire Chasseur de Tornades si ce n'est pas déjà fait. Première, sa dernière invention, le trombis. Bonjour. Et là. Comme je peux pas vous en dire plus sur l'histoire, je vais vous parler de la technique de l'attraction. Je sais pas si vous m'entendez bien là. Pardon, excusez-moi. Et voilà. Et pour vous expliquer au mieux cette plateforme unique au monde que l'on vient d'entendre au maximum de son fonctionnement, je vais laisser la parole à Rémi Caudron, qui est le chef de projet de l'attraction et qui va en profiter pour vous expliquer un peu son rôle. Donc Rémi Caudron, donc chef de projet au Futuroscope et chef de projet sur l'attraction Chasseur de Tornades. Donc moi, en gros, j'avais le rôle avec mon collègue Adrien de gérer le projet de sa conception jusqu'à la réalisation donc, des travaux, du montage de l'attraction et sa mise en service jusqu'à à peu près un an après sa mise en service, qu'on a toujours des petits réglages à faire derrière. Donc notre rôle, c'est vraiment dans la gestion de projet d'être un peu chef d'orchestre entre les équipes du parc avec qui on travaille, les équipes techniques de notre filiale donc FMD qui nous fait tout le développement audiovisuel des attractions, mais aussi tous nos prestataires extérieurs, donc que ce soit les entreprises travaux, les entreprises scénographiques, la production du film et toute la partie maîtrise d'œuvre, bureau d'études, architecte. Donc on est vraiment à un rôle de superviser un peu la globalité du projet, gérer surtout le budget et le planning pour ouvrir en temps et en heure. Maintenant que vous savez qui est Rémi, je vous laisse continuer avec lui pour la suite de la visite et on commence au sommet de l'attraction à 9 mètres au-dessus de la plateforme sur ce qu'on appelle le grill. C'est en gros la plateforme la plus haute sur laquelle on vient fixer les lumières et les différents effets. Là on est au niveau du grill technique, donc on a tout le dispositif un peu d'effets spéciaux et de son à ce niveau là. Donc on a une quarantaine de ventilateurs de 3 tailles différentes pour pouvoir simuler les différentes forces de vent. On a tout le système d'éclairage, la bouche qui sort le fumée, le nuage qu'on a à un moment donc qui est à base d'eau, c'est ce qu'on appelle du low fog. Et après on a aussi le système son donc, qui est très particulier. C'est le système ELISA de chez L Acoustic. On a une couronne en fait de son de 18.1 parce qu'en fait la contrainte qu'on avait avec les écrans LED, c'est qu'on ne peut pas mettre les haut-parleurs juste derrière, comme on fait au cinéma. Ça passe pas à travers, exactement. De ce fait, on a une couronne comme ça de 18 haut-parleurs et après, on a eu plusieurs mois de réglage où numériquement, on arrive à reconstituer la hauteur et la profondeur de son et surtout la rotation du son au même rythme que la plateforme et que le film sur l'écran LED. Alors ici, Rémi nous parle du système de son ELISA développé par la société française L Acoustic. En gros, ce système va à la fois permettre le suivi entre le son et le mouvement de la plateforme, mais aussi une meilleure immersion avec un mixage qui est propre à ce système et qui est plus simple pour les opérateurs. Tout autour, on a installé donc un écran LED cylindrique de 420 m². Donc c'est 800 dalles LED de chez Samsung qui a la particularité d'être motorisé. Donc on a 4 portes écran, l'entrée et la sortie de la salle qu'on vient de voir qui viennent de se fermer et après 2 scènes d'action qui vont apparaître au cours du show. Et on voit exactement derrière, on voit donc tous les écrans LED avec leur câblage, donc ils sont tous en série. Et la particularité c'est qu'une dalle LED, donc elle fait à peu près 45 cm par 55, on en a 800 pour créer le cylindre de 420 m². Et sur chaque dalle LED, on a des petits carrés qui eux font à peu près 5-6 cm de côté, qui sont aimantés. Donc en fait, pour des questions de maintenance, c'est très facile à maintenir. Si on a un défaut de LED, une LED abîmée, il suffit de débrancher le petit carré de 5-6 cm, le dépluguer, le repluguer, le réaimanter. Et ça peut se faire en 5 minutes, on peut remplacer comme ça. Automatiquement, ça reprend sa colorimétrie, luminosité et tout le paramétrage. Et d'ailleurs, par rapport à cet écran, j'ai appris durant le jour de ma visite qu'une intervention pour un changement d'un de ces carrés a été effectuée et ça a duré à peine 5 minutes. Et donc comme on a pu le voir aussi, le film il n'est pas fait à 360 degrés. Et le reste du film on l'a fait à 270 degrés pour des raisons de coût budgétaire, parce qu'un film à 360 de 5 minutes c'est très cher. Et aussi par rapport au serveur vidéo derrière. On a déjà 4 serveurs vidéo pour reconstituer l'image qui est en 21K.
pour vraiment mapper toutes les petites LED qu'on a sur l'écran. Donc de fait, voilà, on s'est limité à 270 degrés puisqu'on s'est dit, dans tous les cas, au cœur de l'action, les visiteurs vont fixer l'action qui est devant eux. Et on n'a pas besoin de reconstituer de l'image derrière eux. Alors après avoir pris de la hauteur, nous allons maintenant descendre dans les tréfonds et nous retrouver cette fois-ci à 5 mètres en dessous de la plateforme et voir réellement les entrailles de la bête. Tout à l'heure, on était à 9 mètres au-dessus de la salle. Là, on est 5 mètres en dessous de la salle. Donc on a toutes les fosses avec la motorisation des portes. Donc là, on voit la porte de sortie qui est en train de remonter, qui présage que le show va bientôt commencer dans quelques secondes. Et le système, c'est un système d'ascenseur. Donc on a des contrepoids qui font le même poids que la porte, 2 rails de guidage et un treuil qui vient faire monter et descendre les contrepoids pour remonter la porte. Et parce que je sais que vous avez adoré ce bruit tout à l'heure, voici de nouveau quelques secondes de la plateforme tournant à sa vitesse maximale. Un plaisir pour les oreilles. Bon allez, trêve de plaisanterie, je vous laisse maintenant avec Rémi qui va tout vous dévoiler sur l'attraction en elle-même et surtout tous les travaux qu'il y a eu autour pour accueillir ce beau bébé. Pour parler un peu de cette plateforme, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est la plateforme, elle s'appelle un Motion Theater de chez Dynamic Attraction, donc c'est un fabricant canadien avec qui on a déjà travaillé sur le parc Extraordinaire Voyage, qui nous a fait la plateforme le Flying Theater de l'Extraordinaire Voyage. Son fonctionnement, donc en fait on a 3 appuis. Sur chacun des appuis, on a 2 moteurs qu'on voit de part et d'autre d'un axe qui sont là pour faire les mouvements de heave, c'est-à-dire les montées et les descentes de la plateforme. Ces mouvements, donc on peut les piloter indépendamment les 3 en fait. On peut s'amuser à aller à droite, gauche, avant, arrière, monter, descendre, comme on le souhaite. Au-dessus de chacun de ces appuis, on a donc 3 moteurs, donc au total 9, qui font donc le yaw, ce qu'on appelle la rotation, donc qui va jusqu'à une vitesse de 30 km/h. Et enfin, on a aussi de l'air comprimé pour faire fonctionner le plancher escamotable qui est tout autour de la plateforme, qui vient se rabattre au début du show pour pouvoir libérer la plateforme de ses mouvements. Et après, tout le pilotage électrique des barres de sécurité, le verrouillage, etc., se fait par un axe central qui nous permet en fait de faire autant de mouvements qu'on veut dans un sens ou dans l'autre, sans revenir à sa position de base. Pour pouvoir maintenir cette plateforme, donc d'un point de vue travaux bâtiment, on a dû réaliser donc un radier, donc c'est le sol de la plateforme, qui fait 1,50 m d'épaisseur, avec 200 m3 de béton et 60 tonnes d'acier, avec des poutrelles en IPN, donc c'est des i en fait en métal, qui sont sous le béton pour venir vraiment accrocher les 3 appuis. En plus, on a donc un voile périphérique qui fait à peu près 1,30 m d'épaisseur, en béton aussi armé, pour venir alourdir ce radier, pour vraiment venir accrocher cette plateforme et éviter toutes les évolutions de fissuration qu'on pourrait avoir dans le temps. Parce que la plateforme, elle seule, chargée avec des visiteurs, pèse quand même 80 tonnes. Et oui, c'est un gros bébé, mais c'est aussi un bébé qui coûte cher. D'un point de vue budget donc, du projet, donc on est sur un projet qui a coûté donc, un peu plus de 21 millions d'euros, donc c'est le plus gros investissement du parc d'un point de vue attraction. Rien que pour l'achat de la plateforme et son montage, on est sur 7 millions d'euros, donc c'est un tiers du budget. Après, on a 4,5 millions pour tout ce qui est audiovisuel, effets spéciaux, achat de l'écran LED. Et sur les 4,5 millions, on a un tiers du budget, donc 1,5 million qui est que l'achat des dalles. Les 900 dalles LED, c'est 1,5 million. Et après, on a 2 millions d'euros pour la production du film et les capsules vidéo qu'on a la file d'attente. 2 millions d'euros pour la décoration des files d'attente, thématisation du main show. Et 4 millions d'euros pour tous les travaux bâtiments. Et après, il nous reste 1 million d'euros d'aléas et 1 million d'euros de gestion de projet. Payer tout ce qui est architecte, bureau d'études, maîtrise d'œuvre. Alors, avoir une grande plateforme et un grand écran avec un super film, c'est bien, mais il faut pouvoir gérer et alimenter tout ça. Et c'est justement ce que le Rémi nous emmène voir. Donc là, c'est le local qu'on appelle audiovisuel. Donc on a tous les serveurs vidéo pour faire fonctionner les écrans LED. Nos 4 serveurs modules OPI qui regroupent tous les serveurs derrière de chez Samsung. Stop. Alors, petite explication. En gros, nous sommes devant une armoire de serveurs. Ce que nous explique Rémi en très résumé, c'est que pour gérer l'affichage du film sur les écrans, c'est que les dalles vont être regroupées en gros en zones. Les zones, elles, vont être gérées par des petits serveurs. Et ces petits serveurs vont être dispatchés sur 4 gros serveurs. Ouais, je sens que je vous ai perdu. Pour la faire courte, la vidéo passe d'abord par les 4 gros serveurs qui, eux, l'envoient ensuite sur une dizaine de serveurs plus petits qui, eux, l'envoient à leur tour à l'écran. On peut interpréter ça un peu comme une division du signal pour imager la chose. Enfin, c'est très résumé, mais ça va être le plus simple pour imager. Enfin bref, on reprend. Et on a aussi ce qu'on appelle un système Medialon. Donc c'est un showmaster, c'est ce qui pilote en fait tous les effets. Nous, on a quand même mis à peu près 3 à 4 mois à tout encoder, on l'a fait par nous-mêmes. Où ce petit boîtier vient récupérer le top départ de la plateforme, qui nous est donné par Dynamic Attraction quand l'opérateur lance le show. Et dessus, sur une trame, un timecode en fait, on vient caler donc le fonctionnement des portes, le fonctionnement du bully, le début de la vidéo, le début de l'image, du son, tous les effets spéciaux en salle, donc le vent, la fumée, et tout ça est encodé sur une trame. Donc c'est vraiment la plateforme qui nous donne le top départ. Et après, on a les 5 minutes 30 de show qui se déroulent
grâce à ce petit boîtier. Allez, pour terminer, Rémi va nous parler du développement de l'attraction, parce que pour réaliser la meilleure attraction du monde, il ne suffit pas que de quelques semaines de boulot. C'est ça la force du Futuroscope, c'est que souvent on part d'une page blanche, on a des pavillons existants, des fois on construit des nouveaux pavillons comme Objectif Mars. Sur ce cas-là, on est parti sur un pavillon qui était existant, qui datait de 1995, qui avait déjà eu plusieurs vies avec Image Studio, Star du Futur, Futur L'Expo. Et voilà, en fait, notre direction nous confie un pavillon, nous confie un budget, et libre à nous en fait d'imaginer un peu qu'est-ce qu'on peut y faire dedans. La volonté, voilà, c'était vraiment de faire une attraction majeure. On en avait déjà deux dans le passé sur le parc, qui étaient Extraordinaire Voyage et Objectif Mars. On voulait continuer dans cette continuité, d'avoir un dispositif qui est assez unique au monde. Le Futuroscope, sa force, c'est aussi de jouer sur tout ce qui est immersion, sensation. 2018, voilà, on a confié ce bâtiment. Donc après, avec les équipes d'Olivier Herald, qui est notre directeur artistique, on a un peu commencé à brainstormer sur qu'est-ce qu'on pouvait faire. On s'est associé de François-Xavier Aubach, donc qui est le réalisateur du film de Chasseurs de Tornades, qui avait travaillé avec le parc Astérix juste avant pour Attention Menhir, leur salle 4D. Et donc voilà, avec les équipes d'Olivier et François-Xavier, on a un peu brainstormé sur différentes thématiques. On a eu plusieurs possibilités qui ont été donc soit une machine à rêve, soit le tournage d'un film d'action, une télé-réalité. Et on avait aussi la piste de chasseur d'ouragan. On a retenu cette piste-là parce que voilà, un ouragan, la plateforme qui tourne, ça avait du sens. Et dans l'histoire qu'on a voulu adapter et qu'elle se déroule au sein du Futuroscope, pour être le plus crédible possible, un ouragan ne peut pas se produire au Futuroscope à Poitiers. Par contre, une tornade peut se produire. Donc on a basculé sur la thématique des tornades. Et à partir de là, de fil en aiguille, on a imaginé donc ces deux personnages, Alex et Mélanie, qui travaillent dans ce centre d'études météorologiques extrêmes qui s'est installé au Futuroscope. Et tout le scénario qu'on va découvrir dans l'attraction. Et voilà, ça y est, c'est déjà la fin de cette visite. Vous savez maintenant tout sur Chasseurs de Tornades. Si vous ne l'avez encore jamais faite, foncez. L'attraction en vaut vraiment le coup. Et c'est loin d'être la seule à en valoir le détour au Futuroscope. Je pense également à l'Extraordinaire Voyage, qui est une claque, ou encore Étincelle, la nouveauté 2023, dont je trouve on ne parle pas encore assez. Et s'il vous plaît, lorsque vous ferez Chasseurs de Tornades, prenez le temps de bien observer et profiter de la file d'attente, car en réalité, l'histoire de l'attraction commence dès lors que vous entrez dans le bâtiment. Donc même s'il y a un petit peu d'attente, c'est justement l'occasion de foncer dessus et d'en profiter à 100%. Je tiens à chaudement remercier le Futuroscope pour son accueil et sa confiance. Je vous laisse continuer l'aventure Loop avec nos autres podcasts. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très très vite, et qui sait même peut-être pas très loin de notre destination d'aujourd'hui. C'était Florian, et à très bientôt sur Loop.